Enfin, j'ai entendu histoire de la recherche, c'est pas vraiment de l'histoire. Alors donc, j'espère que vous ne serez pas déçus. La recherche sur les maladies infectieuses et tropicales en Guyane, alors c'est toujours utile de regarder un petit peu, prendre le temps. C'est un petit côté proprioceptif, et donc je l'ai appelé entre utilité locale et excellence internationale. Donc, en gros, le plan de route, là, ça va être d'abord, je vais regarder la place des maladies infectieuses dans les grandes causes de mortalité en Guyane. Ensuite, je vais essayer de regarder en termes quantitatifs, bibliométriques, quelles sont les thématiques de recherche, et en comparant avec les Antilles et la Réunion pour voir un peu ce qui nous caractérise. Je regarderai l'aspect temporel aussi, et puis après j'essaierai de regarder, parce qu'il n'y a pas que la quantité, il y a aussi le nombre de citations des articles, quels sont les articles qui ont peut-être fait plus intéresser la communauté scientifique. Et sur la fin, je vais essayer d'être plus subjectif, parce que on est singulier et souvent on est un peu en porte-à-faux avec les exigences de l'Hexagone. Alors tout ça pour nous dire, la transition épidémiologique. Alors Pierre, tu étais là il y a longtemps, etc. Mais nous, on est en plein dedans parce que, en fait, le poids des maladies infectieuses reste quand même important. Le poids de tout ce qui est mortalité périnatale reste important. On a un taux de natalité qui est le plus élevé d'Amérique latine. Mais en même temps, on est champion de France des AVC. Donc, on est en train de passer... la Guyane se transforme rapidement. Et ici, on regarde les causes... Alors bon, c'est peut-être mieux de regarder là-bas, parce que là, c'est toujours les causes de mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Et en rouge, là, au milieu, on voit les maladies infectieuses. Et en rose et en violet, tout ce qui est périnatalité. Alors, ça... On est beaucoup plus élevé, ça c'est beaucoup plus important en Guyane que dans l'Hexagone, y compris y compris les cancers. Ça c'est, alors pareil, on voit rien là, peut-être regarder là. Pour résumer, les cancers en Guyane, il y en a moins qu'en France, et ils sont différents. C'est notamment beaucoup des cancers liés à des causes infectieuses. Le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer féminin. Le cancer de l'estomac, au niveau des hémopathies, c'est les ATL. Donc là, je les entoure, mais on ne voit pas les légendes. Donc je vous croyez-moi sur parole. Alors, ça, c'est les maladies infectieuses. Alors, à gauche, vous avez les causes de la mortalité par maladie infectieuse, non VIH, non hépatite, non tuberculose. Et vous voyez qu'au cours du temps, ça s'est effondré. Donc, il y a eu, je ne sais pas ce qu'on a fait, si c'est la vaccination, l'hygiène, le développement, le service de maladies infectieuses et tropicales, qui a fait que pour tout ce qui n'est pas VIH-Sida, ça s'est effondré. Et en bas, c'est la mortalité par VIH-Sida, où là aussi, on a eu un effondrement de la mortalité. Et on le voit d'ailleurs, le nombre de nouveaux patients, pendant longtemps, on pensait qu'on n'allait jamais y arriver, mais là, on voit que c'est en train de baisser. Donc, la photo que je vous ai montrée avec le gros carré rouge de maladies infectieuses, si on la refait dans 10 ans, je pense que le carré sera plus petit, beaucoup plus petit. Mais ici, on voit... Cette chute-là, ça c'est le Covid en Guyane. Pourtant, l'âge médian de la population guyanaise est près de la moitié de celui de la métropole. Mais dans l'Hexagone, la chute de l'espérance de vie a été d'une demi-année. Ici, ça a été jusqu'à 5-6 ans chez les hommes, par exemple, alors que l'âge médian. Donc ça montre que les maladies infectieuses, et il y a eu autant de morts que de morts de sida depuis le début de l'épidémie du VIH. Donc, voilà. Oh, c'est terrible, on ne voit rien. Regardez plutôt celui-là, parce que là, donc ici c'est la création de c'est un peu de ce qu'il faut voir là, c'est que les points, ça fait un espèce d'éventail. C'est le Big Bang, on va dire guyanais, avec au départ vous avez l'Institut Pasteur qui est là depuis les années 40, et puis en rouge là chaque fois c'est l'Orstom, donc le précurseur de l'IRD, et puis l'IRD, et puis après il y a eu l'EPAT EA3593
Bernard Carme, le CIC qui a été créé, puis le LABEX SEBA, le LEISA, qui a un volet, Guillaume en fait partie, la DRCI qui va être créée là, en 2025, puisqu'on n'avait pas de DRCI, donc Délégation de la recherche clinique et de l'innovation. Et puis, je ne l'ai pas mis là, mais en 2025 aussi, il y aura un CHU et il y aura une UMR, donc santé des populations en Amazonie. Alors, je passe parce qu'on ne voit vraiment rien. Alors ici, ça c'est l'évolution des publications en maladies infectieuses depuis ce que j'ai dans PubMed. Hein, donc on voit une augmentation rapide. Tous les centres ont cette augmentation. Hein, je trouve on publie de plus en plus. Et on voit sur les maladies infectieuses, là c'est environ une centaine de publications annuelles où il y a French Guiana, Infectious Disease. Voilà. Alors ça, c'est dans le logiciel de l'hôpital où on voit cette même courbe et on est autour d'une soixantaine de publications en maladies infectieuses et tropicales chaque année. Ça, c'est à l'hôpital de Cayenne. Ça serait probablement plus si on rajoute Saint-Laurent. Et puis, on voit une des particularités, alors ça c'est encore l'hôpital parce que c'est le système que j'avais sous les mains, mais on voit 41% des publications en maladies infectieuses sont en premier auteur, 19% en dernier auteur, donc ça fait près de, si je compte bien, 60% en premier ou dernier auteur, et 24% dans une revue de rang A ou 31% dans une revue de rang B. Donc c'est quand même pas mal du tout pour un petit hôpital. Et donc ici, c'est les publications en premier ou dernier auteur au CHC en maladies infectieuses et tropicales. Donc je ne vois pas le chiffre, mais on est autour d'une trentaine de publications en premier ou dernier auteur en maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Cayenne. Alors, comme ça, on a l'impression que c'est bien, mais on ne sait jamais trop si on est un peu déprimé, on est comme à droite, on a l'impression qu'on est nul, que voilà. Quand on a bu 2 petits punchs, on est comme le petit chat à gauche, on se prend plus gros que ce qu'on est. Puis en fait, on peut se poser froidement la question, on est tout petit, on est minuscule, on est jeune, comme je montrais la photo du décollement. En fait, on débute et beaucoup d'entre nous, on a commencé un peu... le médecin curieux avec son tableur Excel, quand il a un tableur... Pierre, il avait des feuilles... La plus grande cohorte histoplasmose au monde, il commençait avec du papier, des scotch et des stabilo-boss. Donc on a commencé très simple. Et donc, bon, on voit rien, pas grave, mais ça, c'était pour comparer Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc, je vous le lis. Donc, Guadeloupe, 1200 publications, Martinique, 872 et Guyane, 1500. Et on voit la Réunion ici, qui est 1600, qui publie beaucoup plus que nous, semble-t-il. Et quand on regarde la structuration, on voit différents centres, on va dire, de publication. C'est vraiment difficile. La Martinique, c'est assez bipolaire, avec André Cabier et Raymond Césaire, qui dans la maladie infectieuse et la virologie. La Guadeloupe, il y a eu plus de turnover, mais beaucoup sur la tuberculose avec le centre et la Guyane. Alors, il y a beaucoup plus de personnes, en fait, avec l'Institut Pasteur, avec l'hôpital, et beaucoup de publications. Alors, quand on regarde les scores du ministère de la Santé avec les SIGAPS et les SIGREC, on voit que, encore une fois, sur tout ce qui est investigation, inclusion de patients dans des essais, on n'est pas très bon en Guyane. On publie, mais on fait moins. Et par contraste, la Réunion, on avait une réunion sur la dengue. À la Réunion, aux urgences, en maladies infectieuses, ils incluent plein pot. Et nous, on a beaucoup plus de mal à inclure que la Réunion. Alors, il faut dire que aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une philosophie très différente. Nous, on est très tournés vers notre Amazonie. Et la Martinique et la Réunion sont beaucoup plus insérés dans les réseaux nationaux, dans les essais, etc. Ce qui, pour certains indicateurs du ministère, est bien valorisé.
Alors par exemple, si on regarde, moi c'est difficile d'avoir ces données, mais on me les avait données pour la Guadeloupe. Quand on regarde catégorie A et catégorie B, revue premier dernier auteur, ou dans des revues de catégorie A ou catégorie B, pour 2019, il y en avait 6. Quand on regarde la Guyane, on voit que c'est en augmentation, on va dire, régulière, avec entre 20 et 30 publications en premier dernier auteur dans des revues de rang A ou B. Alors, là encore, on ne voit rien, mais ce n'est pas grave. Ici, vous avez 31, je peux bouger avec ça, 31 publications premier dernier auteur en Guyane pour 2023. Et j'ai été chercher ça sur le site du CHU de Nice, où ils affichent les publications premier dernier auteur, donc 32. Et quand on regarde le nombre de médecins, ça veut dire qu'il y a 7 fois moins de médecins, 7 fois moins d'internes ici pour un nombre de publications premier dernier auteur dans des revues A et B similaires. Donc c'est peut-être pas mal. Alors si on se compare avec notre... Pierre disait que c'était un centre où les gens venaient se former, etc. Si on se compare avec notre marché, qui serait la santé publique, la médecine tropicale, les grands instituts, donc là j'ai fait une recherche PubMed avec la Fiocruz, avec l'Institut de médecine tropicale de Sao Paulo, de Belém, de Manaus, de Lima, de la Nouvelle-Orléans, la Tulane, de Houston, Baylor College of Medicine. Et quand on regarde, et la Guyane, j'ai mis Pasteur, l'hôpital de Cayenne avec toutes ses dénominations, l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, etc. Ben on voit en haut à gauche, les points rouges, c'est la Guyane. Donc par rapport à notre marché, qui est les grands instituts de médecine tropicale, eh ben, on n'est pas un confetti, quoi. On n'est pas ridicule. Donc, face au chaos quotidien, on peut dire des fois, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. On se dit que c'est pas mal. Alors si on regarde après, bête par bête, où on se situe, alors on regarde, c'est difficile, mais bon, là j'arrive à le dire, mais donc vous avez en Amérique latine, pour tout ce qui est maladies communicables, communicable disease, tout ce qui est à droite, qui est surligné, c'est des personnes de Guyane, parmi les top 50 des experts d'Amérique latine. Ici, vous avez tout ce qui est arbovirus, donc on voit pas mal de personnes de Pasteur qui sont sur les arbovirus. Ça, c'est les anophèles, encore Pasteur, donc ils sont dans le top 50 Amérique latine. La résistance aux insecticides, l'expertise sur la fièvre Q en Amérique latine. Bon, vous voyez, Loïc, voilà. Il y a peu de monde, à part les Guyanais, qui s'intéressent à la fièvre Q. Ici, c'est tout ce qui est Mycobacterium ulcerans. Ben voilà, pareil, c'est qu'on est foudroyé sans arrêt par les pathogènes. Mais en fait, il n'y a que nous, en gros, qui nous intéressons à ça en Amérique latine. Zika, alors il y a Didier Musso, mais c'était quand il était en Polynésie qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis il y a à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a Léo Pomar qui était maïeuticien et qui a fait pas mal de travaux sur le Zika. Les morsures de serpent, on retrouve à thème qui commence à sortir au niveau de l'Amérique latine. Sur les IST, on a un petit peu de... Voilà. Sur le VIH, pareil, toujours en Amérique latine. Pour ce qui est même mondialement, on voit sur les infections, sur le sida, alors c'est largement grâce aux travaux sur l'histoplasmose. Et ça, c'est l'histoplasmose. En fait, sur les 10 dernières années, ça c'est les 10 dernières années dans PubMed, les Guyanais sont ceux qui publient le plus sur le sujet. Alors pourquoi ça a marché ? Alors je la fais court parce que je pense qu'Antoine va le faire en long, en large et en travers, mais c'est la collaboration entre les cliniciens, les biologistes et les épidémiologistes. Les cliniciens, c'est
les dermatos qui grattaient tout ce qu'ils voyaient dès qu'ils ont vu qu'il y avait l'histoplasmose très, très vite. Après, il y a Christine Aznar qui a mis en place la culture fongique. Pierre avait mis en place la cohorte papier, puis qui a été reprise, et on avait la chance d'avoir les données VIH qui nous permettaient de calculer des incidences. Personne n'avait des incidences. Donc, tout ça a permis de faire beaucoup de publications. Et puis, un réseau, c'est-à-dire le fait, le DG ARS parlait de la coopération, eh ben, effectivement, souvent ici, on essaie de regarder peut-être pas tant vers la métropole que vers le Suriname, le Brésil, la Colombie, etc. Et c'est là qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors, on n'est pas plus malin que les autres, hein, c'est juste qu'on est beaucoup plus riche. L'espèce de tumeur verte que vous voyez là, c'est les dépenses de santé de la Guyane par habitant par rapport aux autres pays. Donc, on est beaucoup mieux doté, même si on se plaint beaucoup. On a beaucoup de moyens qui permettent de faire de la recherche dans des conditions confortables. Alors, sur les financements, on ne se rend pas compte, encore une fois, comme je disais, on est toujours jeune, mais le FEDER, merci FEDER, enfin, le FEDER a arrosé de financement, avec des financements pas compétitifs, hein, puisque les critères n'étaient pas scientifiques, c'était juste l'éligibilité. Je crois que le taux de succès, c'était 80%, donc quand on compare à l'ANR ou au PHRC, c'est voilà. L'ARS a beaucoup aidé pour faire de la recherche. La NRS, on en a eu quelques-uns, 6, mais même, moi je ne demandais pas d'argent à la NRS, parce que quand je demandais de l'argent, ils nous donnaient la moitié, donc je préfère demander au FEDER, parce qu'ils me donnent ce que je demande, et c'est moins compétitif. L'ANR, à ma connaissance, on n'en a pas eu. Donc, quelque part, voilà, hein, donc en bleu, là, c'est le FEDER, donc merci l'Europe. Et en fait, ça a été leur stratégie, et je pense qu'ils ont eu raison, c'est d'arroser partout pour que la recherche puisse grandir. Nous, ici, on est passé de 3 à 60 largement grâce au FEDER qui a permis de faire boule de neige comme ça, de créer, de structurer. Alors, je vous montrais la carte avec l'Amérique latine. Après, je rappelle qu'on est tout petit. Là, j'ai enlevé le nombre de publications, ça c'est les trucs du ministère. J'ai enlevé la PHP parce que sinon, on ne nous voit même plus, tellement ça part à droite. Mais vous voyez qu'on reste un tout petit, voilà, donc il faut raison garder. Et pour pas mal de thématiques, on n'est pas, en Amérique latine, on ne figure pas sur les plus gros publiants. Donc, alors ça, c'est SIGAPS qui donnait ça et qui disait les publications associées à un essai clinique. Et en fait, quand on regarde ça, donc c'est depuis c'est 30 ans, hein, 95. Et quand on regarde, il y en a la moitié qui ne sont pas des essais cliniques. Donc en fait, on fait très peu d'essais cliniques. Et je sais, moi, pendant longtemps, pour le VIH, délibérément, je refusais d'inclure dans des essais cliniques parce que je disais que ce n'était pas trop structurant pour nous, que c'était mieux de faire des projets locaux. Alors, si un jour on a l'ambition de devenir, dans notre bâtiment en recherche, on aura 7 lits de recherche clinique. On se dit un jour on va s'y mettre, maintenant qu'on est plus gros. Maintenant, moi je connais très bien quelqu'un qui travaille dans une boîte de consulting et ils ont un logiciel qui leur permet de dire aux boîtes quels hôpitaux il faut contacter pour inclure des patients. Et donc, vu les chiffres qu'on a en termes d'inclusion dans des essais cliniques, je ne suis pas sûr qu'on vienne taper à notre porte souvent, à part peut-être pour les maladies où il n'y en a pas ailleurs. Donc, si un jour on veut faire ça, je pense qu'il faut peut-être qu'on améliore notre capacité à inclure des patients dans des essais cliniques. Comme disait Bernard Carme, il y a souvent beaucoup de barreurs et peut-être pas assez de rameurs. Donc, chacun a sa thématique. Alors, si on fait un résumé, les publications guyanaises, donc, c'est essentiellement de la recherche observationnelle, un petit peu de la recherche interventionnelle, et les recherches interventionnelles qui ont commencé, c'est plutôt des recherches genre Malachite ou des PIPREC, où on fait des interventions dans un contexte avec des médiateurs, etc. Ce n'est pas des essais cliniques tels qu'on les connaît. Et la recherche translationnelle, on en parle, on en entend parler de façon cyclique, mais en fait, on n'en fait pas. Alors,
bon, ça je vais en parler, mais qui est un auteur? Vaste définition. Il y a des définitions. Je pense que le problème, c'est pareil en France, c'est pour ça que je regarde beaucoup les publications premier, dernier auteur, parce que sinon, les auteurs de droit divin, les trucs de complaisance, c'est pas. On parle beaucoup d'intégrité scientifique. Peut-être qu'il faudrait qu'on serre le jeu là-dessus pour vraiment vérifier qui est un auteur. Alors, quantité, là j'ai beaucoup parlé de quantité, n'est pas forcément qualité. Alors, j'ai essayé de regarder les articles Made in Guyane, la promotion de Guyane, avec plus de 100 citations. Alors, c'est peut-être pas, ça nous semble pas beaucoup, hein, mais voilà. Donc, ça, c'est un article de modélisation, donc 188 citations, 31 par an en moyenne. Ici, c'était les deux articles de la thèse de Magali sur la toxo avec Bernard Carme. C'était une investigation d'épidémie, une série de cas. Maïlis, dans sa thèse, il y avait justement des enquêtes sur les orpailleurs, avec 16 citations par année en moyenne, ou 13 pour l'autre. Donc, ça, c'est les articles hein, qui apparemment intéressent plus à l'extérieur. Ça, cette revue, avec Pierre, on l'avait fait, qui a eu beaucoup 155 citations. Le directeur de la branche de CDC était venu en Guyane à cause de cet article. Il avait remarqué, parce qu'on parlait des pays en voie de développement, il était venu, je ne sais pas si tu te rappelles, à Noël, nous voir dans les sous-sols de la Dermato. Alors ça, c'est un article sur les Leishmania RNA virus. Alors, il y a eu d'autres articles après qui remettaient en question le fait que ça changeait le risque de traitement, mais ça a été pas mal cité. Florence Hubert, son article d'ES de maladies infectieuses, voilà. 115 citations, 7 par an. Pierre, ton travail sur les facteurs pronostiques d'histoplasmose, hein, qui est un des rares. Alors ça, c'était un peu un hybride Pasteur Paris, Pasteur Cayenne, avec Vincent Lacoste sur le HHV8, donc qui a en gros 17-8 citations par an. Des articles sur l'émergence de mutants résistants à l'artémisinine, donc avec Lise, donc c'est Pasteur hein, essentiellement. Ça, c'était un article de IRD un joli article sur une épidémie de dengue il y a 20 ans. 184 citations. Alors, Benoît de Thoisy à Pasteur a fait pas mal d'articles sur la faune, les vétérinaires qui ont eu pas mal de citations aussi, sur la dengue chez les mammifères tropicaux. Là, des articles sur la résistance aux Aedes. Alors ça, c'est Loïc. Ça, c'était ton master. Donc c'est un article qui a bien marché, puis qu'il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de répliquer cet article-là. Ça, c'était Gabriel Karl hein, qui suspectait que les problèmes de dengue pendant la grossesse, c'était pas bon. Le risque, Célia Bazurko donc, a fait une étude exposée non exposée et qui a montré la transmission et mesuré le risque de transmission verticale de la dengue, donc une étude prospective, 17 citations par an en moyenne. Alors ça, c'est Nadje Hachsini et Léo Pomar, c'est le Zika à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, il faut savoir que j'en parlerai tout à l'heure. Donc, ils ont fait pas mal de papiers sur le Zika à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça, c'est Pasteur qui a été les premiers à séquencer le génome du virus Zika. Et puis, donc là encore, Benoît de Thoisy avec le virus Mayaro dans la faune sauvage. Encore le Mayaro. Et ça, c'est Nadje, donc un article dans Nature Communication sur le Zika et le devenir des enfants nés. Alors pour la petite histoire, le Zika, nous j'en parlais, je crois qu'il viendra après,
Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu une grande étude portée par le CIC, hein, donc, mais plutôt avec la promotion aux Antilles. Et il y a eu en gros 1 ou 2 publications, mais c'est ce qui est très peu par rapport à ce qu'a fait Saint-Laurent-du-Maroni, où ils ont vraiment valorisé leurs données beaucoup plus que l'INSERM. Là encore, Benoît de Thoisy avec la faune, les zoonoses. Hein. Alors ça c'est Pierre, oui, les syndromes de reconstitution immunitaire avec la lèpre. Je crois qu'il y avait André aussi qui était associé. Donc ça c'est Maïlis, donc Lancet Regional Health avec donc une quinzaine de citations par an, avec le projet Malakit, où un kit d'auto-traitement, d'autodiagnostic pour les orpailleurs a montré que ça a pu faire chuter en gros le paludisme. Et puis ça c'est avec Emmanuel Roux, avec l'IRD, d'autres articles. Ici, Nicolas, je ne sais pas s'il est là, et Loïc, c'était pendant le Covid. À thème avec les infections nosocomiales. Alors ça, c'est des articles, on va dire, à promotion externe, c'est-à-dire qu'il y a des Guyanais dedans, mais en fait, c'est des études qui ont été faites sur place. Donc il y avait, sur le palu, il y a pas mal d'articles où il y a quelques Guyanais, mais c'est des articles, on va dire, à promotion externe. Celui-là, qui est très cité, c'est aussi, il y a un Guyanais, mais c'est un article, on va dire, international. Ça, c'est le Zika femme enceinte. C'était un projet CIC, hein, mais les données nous ont très rapidement, jamais on n'a pu mettre un de nos doctorants dessus, puisque les données sont remontées vers Paris. Et finalement, la base a été finalement peu valorisée. Et je compare avec Saint-Laurent-du-Maroni, qui ont fait leur truc dans leur coin et qui ont finalement publié, alors c'est pas le New England, mais c'est Nature Communication. Alors ça, c'est des études, alors Félix, tu sauras mieux, mais avec Antoine Andremont, il y a eu pas mal d'études un petit peu sur le microbiome en Guyane. Alors voilà, c'était les articles, on va dire, les plus cités de Guyane. Alors, par rapport aux articles qui ont des milliers de citations, ça paraît peut-être pas beaucoup. Mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, les dynamiques par grande thématique. Alors, quand on regarde dans le temps, on voit 1951, là, le palu, hein, il y avait Hervé Floch. Hein, Hervé Floch qui a fait plein de choses sur plein d'agents pathogènes. Donc, en gros, voilà. Et puis, on voit qu'il y a, en gros, une quinzaine de publications palu par an en Guyane. Pour le VIH, on a aussi à peu près une quinzaine de publications par an. Ça fait 205 articles. Pour notre petit territoire, c'est pas mal. Alors ici, vous avez, selon le mot de passe, si c'est le terme de recherche, la dengue ou les arbovirus, on voit qu'il y a quand même une activité régulière sur ces thématiques. Et croissante. Ici, c'est la leishmaniose, donc depuis très longtemps, encore en 1953, Hervé Floch, il y avait la leishmaniose. Et puis, moi, si je suis venu en Guyane, c'était pour la leishmaniose. Donc voilà, ça continue. Il y a une bonne dynamique. Ça, c'est l'histoplasmose. Il y a 74 articles et c'est en train de... Bon, il y a des pulses selon les projets, mais ça continue de façon régulière. Il y a Hugo Françoise qui fait sa thèse là-dessus. Ça, c'est le Covid. Donc, on avait fait en gros une dizaine de publis par an. Et puis, la tuberculose. Alors, moi, ça m'a étonné parce que finalement, j'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de recherches sur la tuberculose. Souvent, la tuberculose, c'est le comparateur de l'histoplasmose. Donc, quand on parle de l'histoplasmose, il doit y avoir quelque part un mot-clé qui est tuberculose. Mais en fait, on regarde la tuberculose un peu en biais. Il y en a eu quelques-uns quand même, je suis peut-être un peu... La fièvre Q, donc il y a une activité, et puis je pense que la fièvre Q, c'est plutôt Loïc en train de même monter, on est en train de monter le curseur. Anissa, tu es d'accord?
Et donc ça, c'est les morsures de serpent aussi. On a l'impression qu'il y a la recherche sur les morsures de serpent est un peu en voie de progression. Je sais qu'ATEM a pas mal de projets. Ça, c'est la toxoplasmose avec 1 ou 2 articles par an. 29 articles au total. Ça, c'est Mycobacterium ulcerans. Alors, ça fait 20 articles. Mais enfin, vu le faible nombre de cas, je pense que le citron, là, il est bien pressé. Et donc, ça, c'est à l'hôpital de Cayenne. Voilà, c'est nos logiciels, ainsi GAPS, tout ça, qui nous donnent les termes. Donc, on voit essentiellement les publications PALU, VIH, SIDA, hein, qui ont beaucoup, et leishmaniose. Alors ça, c'est aussi ces SIGAPS qui nous donnent ça. Et donc, récemment, on a été évalué par l'HCERS. Et bon, l'évaluation s'est très bien passée. Hein, ils étaient très, très contents. Ils ont dit plein de choses très gentilles. Mais un des experts nous a dit « Oui, mais pourquoi vous continuez à publier dans des revues de rang D et E ?» Et sur le moment, moi, je ne savais pas quoi dire parce que j'étais bien conscient des meilleures publications, mais les rangs D et E, je n'avais pas fait gaffe. Et après la séance, moi, je suis rentré, j'ai regardé c'était quoi ces publiés à des rangs D et E. Et en fait, je ne suis pas, mais alors pas du tout d'accord avec lui, parce que les articles dans des revues D et E, c'est des thèses de médecine où l'étudiant s'est donné la peine d'aller jusqu'à la publication. Et donc, enfin, je ne vois pas pourquoi on dirait aux étudiants, mais publie pas, parce qu'il faut faire que des revues de rang A+, ou rang A, etc. Donc, quand je fais les comparaisons avec les revues de rang A et B, il y a des très bons articles qui sont sortis dans des revues de rang D ou E, et voilà. Et en fait, ça cessera. La Guyane, tout ce qu'on sait sur la Guyane, sur les maladies infectieuses, mais pas que, c'est souvent, chaque point, c'est le pointillisme, c'est les gros points de peinture. Ce n'est pas des super études, ce n'est pas des essais randomisés, c'est de l'observationnel, des trucs comme ça. Mais quand on met tout ça bout à bout, ben ça fait que tout ce qu'on sait sur notre épidémiologie, sur nos problèmes de santé, c'est grâce à tous ces travaux. Donc, quand il y a les travaux des jeunes soignants, etc., pour moi, c'est très important. Et donc, je suis pas du tout... Je ne pense pas qu'il y aura une étude translationnelle qui, merveilleusement, va nous aider à résoudre les problèmes de la Guyane ou un essai randomisé, contrôlé. Alors, je comprends que du point de vue du ministère, c'est ça qui va arriver à des sauts, des changements, mais bon, je suis pour une recherche un peu pointilliste, c'est-à-dire que plus il y a personnes qui vont regarder les choses différentes, quand on met tout ça bout à bout, on arrive à quelque chose d'intéressant. Alors les publications guyanaises, encore une fois, c'est de la recherche observationnelle. Alors oui, j'ai même entendu récemment que des gens dans notre hôpital trouvaient que on faisait que de la merde parce qu'on fait que des recherches observationnelles et on ne fait pas de recherche translationnelle ou je ne sais pas quoi. Ben oui, mais dans les territoires, la recherche observationnelle, dans les territoires aussi singuliers que le nôtre, c'est essentiel parce que on est obligé de connaître le territoire pour pouvoir agir dessus. Et je pense que peut-être que alors là, je suis dans la subjectivité, mais je serais intéressé de voir ce que vous en pensez. Nous, on continue à se transformer. Donc, effectivement, on va avoir une DRCI, on va essayer de faire... On a un CRB, donc on va avoir des biobanques. Donc ça va peut-être ouvrir notre répertoire de recherche. Et c'est clair que les recherches interventionnelles, peut-être que maintenant qu'on a décrit le terrain, on va peut-être essayer de pouvoir trouver des interventions adaptées à notre territoire pour régler les problèmes de santé. Parce que, 2 minutes, ok, mais j'ai presque fini. Donc voilà, c'est très important. Alors aussi les sciences humaines et sociales et maladies infectieuses, hein, la pauvreté. Alors je veux bien qu'on découvre des nouveaux médicaments, etc. Mais enfin, la cause principale, c'est souvent la pauvreté et voilà, hein, donc, et le comportement. Donc il faut comprendre. On a de la chance en Guyane, il y a plein de sujets partout. On a acquis une très bonne connaissance de notre territoire.
On est petit, mais on valorise plus nos données. Par exemple, pour le VIH, au prorata des files actives, on a 20 fois plus de publications que l'Hexagone. On est plutôt pas mal au niveau international. Est-ce que nos recherches ont un impact sur la santé de nos patients? Oui. Aux urgences, la fièvre Q, on y pense. La toxo amazonienne, on y pense. Et ça, c'est les recherches qui ont permis. Donc ça s'est largement répercuté sur les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge. On est peut-être un ovni, mais bon, moi je me vis très bien. Alors quel télos? C'est quoi la finalité? Si on devrait voir un peu pour nous, en tant que... Voilà. Alors Harvard, ils ont Veritas, Yale, ils ont Lux et Veritas. Enfin, généralement, ça se termine par TAS. Donc les points de mire pour la recherche en Guyane, je pense qu'il faut connaître notre territoire pour améliorer la santé, contribuer à l'amélioration de la santé dans notre région, pas qu'en Guyane, assumer et valoriser notre identité scientifique, pas chercher à ressembler à Dijon, être un site de recherche reconnu en Amazonie, attirer et garder les compétences, se diversifier, je parlais des sciences humaines et sociales par exemple, former et structurer nos formes de recherche. Et donc ici, vous voyez l'évolution avec le primate, comme ça. Ben, on est passé de ça, au départ, on était des médecins curieux avec leur tableur Excel ou leur feuille de papier, et on est devenu de plus en plus pro. Et moi, vous me laissez tout seul dans mon bureau, je régresse très rapidement en forme primate. Hein. Donc des fois, même, j'ai des petits... quand les gens viennent dans mon bureau, c'est un peu bizarre. Mais on grandit encore, on se transforme encore. Alors, quel télos pour la Guyane? Donc, Veritas, Lux et Veritas. Alors, moi, je manquais d'imagination. Alors, j'ai pensé Huevo y Patatas, mais ça figurerait, je ne sais pas si la direction serait d'accord avec ça, mais je pense que peut-être notre télos, ça pourrait être utilité locale et excellence internationale. C'est-à-dire que d'abord, s'occuper, alors on ne va pas inventer des trucs, restons à notre place, on est tout petit, mais par contre, être centré sur les problèmes de santé de la Guyane et de la région, eh ben, enfin, ce qu'on a vu, ça nous permet quand même d'avoir des publications aussi qui, d'un point de vue international, sont pas mal, quoi. Voilà.